Bonjour Capucine, bonjour Alexandre et bienvenue sur la Panaméricaine. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et merci à Capucine d'avoir réservé cette salle dans les locaux de la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes venus tous les deux pour nous parler des langues amérindiennes à l'époque coloniale et présenter vos ouvrages respectifs, donc La raison lexicographique, découverte des langues et origines de l'anthropologie, paru en 2023 chez Fayard pour Alexandre, et Des mots dans l'histoire, essai d'anthropologie politique Guarani, 19e, 16e et 16e, 19e, paru en 2025 aux presses de l'INALCO pour Capucine. Mais avant d'aborder ces productions scientifiques récentes, revenons aux sources, c'est-à-dire la naissance de votre désir de travailler sur des terrains américains. Pourriez-vous revenir sur vos premiers travaux ? Alexandre, si tu veux commencer. Oui, merci. Moi, je suis anthropologue à la base, et pas, disons, historien, on va dire. Je suis même pas aujourd'hui, mais j'ai reçu une formation d'anthropologie, d'abord à Barcelone et ensuite ici à Paris. Et je voulais faire un terrain ethnographique classique, on va dire, chez des populations plus ou moins isolées, on va dire. Et donc, à l'époque, il y avait deux grands pays aux zones géographiques, donc la Nouvelle-Guinée et l'Amazonie. Et pour des raisons linguistiques, entre autres, je me suis incliné plutôt pour l'Amazonie. Et à ce moment-là, Philippe Descola avait commencé à diriger des thèses à l'école des études en sciences sociales et je l'ai contacté et j'ai commencé, disons, à me spécialiser en Amazonie en fait. Et ensuite, plus tard, donc après les DOA de l'époque, donc c'était le moment de choisir les terrains. Et avec Philippe, on a convenu que ce serait intéressant d'aller chez une population autochtone nommée Kandoshi, qui se situe en Amazonie péruvienne, juste au sud des Achuar, là où Philippe lui-même avait travaillé. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis allé donc, au début des années 90, pendant quelques années, à faire un long terrain, qui m'a permis de rédiger une thèse sur ce que j'appelle l'affectivité. C'est les Kandoshi, donc de l'Amazonie péruvienne, qui a ensuite été publié en forme de livre intitulé Au cœur du sens, action, perception et affectivité chez les Kandoshi de l'Amazonie péruvienne. Voilà, c'est ma formation de base. Toi, Capucine, comment est-ce que tu en es venue à travailler au Paraguay et sur le Guarani ? Alors, moi, au départ, j'ai une formation en sociologie et en économie. Mais je voulais aller en Amérique latine, ça c'était très clair pour moi, parce que je suis née au Mexique. Mais à l'époque, je cherchais un endroit que je ne pouvais pas imaginer. Je voulais aller un peu aux limites de mon imagination. Et donc, je demandais à toutes les personnes que je croisais à quel endroit me conseillerais-tu d'aller. Et on m'avait dit, si tu veux faire la fête, tu vas à Buenos Aires. Si tu veux de la culture, tu vas à Quito. Ah, et il y a le Paraguay qui vient d'officialiser le Guarani. C'est un pays bilingue. Et donc, tout de suite, ce mot bilinguisme a énormément résonné en moi puisque j'étais moi-même bilingue portugais-français et ça m'intéressait énormément par presque intuition d'aller voir cette situation entre une langue amérindienne et une langue européenne, comment ça pouvait se passer. Je me suis débrouillée pour aller au Paraguay, un stage en ambassade, c'est classique. Et sur place, j'ai été comme happée, émerveillée, bouleversée même, je dirais, par la campagne paraguayenne où on m'avait emmenée. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je puisse rester sur place et apprendre moi-même le Guarani. J'avais besoin de l'incorporer, de le sentir, de moi-même m'exprimer en Guarani. Et je sentais qu'il fallait pour cela que je reste sur place. Or, en sociologie, faire un long terrain en apprenant une langue amérindienne, c'est un sujet assez difficile à légitimer. Et par ailleurs, je sentais que la sociologie ne me donnait pas les outils pour comprendre et pour problématiser un sujet dans une communauté de taille réduite comme celle que je souhaitais intégrer.
Du coup, j'ai frappé moi-même à la porte de l'anthropologie à Nanterre. Je suis rentrée à ce moment-là en DEA. Alors à l'époque, les collègues n'aimaient pas tellement voir arriver des sociologues et ils m'ont dit il va falloir que tu récupères des cours. Hein. Donc on m'a envoyé faire des cours de parenté, de licence, que j'ai adoré d'ailleurs, avec Philippe Erickson à ce moment-là. Et donc j'ai fait ce DEA qui a été un moment de conversion disciplinaire. Très fort, parce que la sociologie ne pense pas du tout de la même manière que l'anthropologie. Le terrain ne se fait pas du tout de la même manière. Et puis après, quand j'ai fini mon DEA, j'ai cherché un contrat doctoral. Et à ce moment-là, j'ai été toquée à la porte de Carmen Bernand pour toute une série de raisons qui m'a permis de réconcilier à la fois la sociologie, l'anthropologie et l'histoire. Cette démarche vraiment pluridisciplinaire, je crois qu'elle est là dès le départ pour moi. Quand je suis allée donc enfin faire mon terrain et apprendre le guarani dans une région du Paraguay qui s'appelle Misiones, au sud du Paraguay, pour toute une série de raisons conjoncturelles, en fait, je suis arrivée dans ce qu'on appelait à l'époque une compagnie rurale de San Ignacio, où voilà, j'ai pu prendre le temps d'apprendre le guarani. J'ai pas du tout fait mon sujet sur le sujet prévu au départ, ça c'est comme d'habitude. J'ai été très frappée par l'importance que prenait la guerre de la Triple Alliance dans les conversations de mes interlocuteurs. Et donc j'ai commencé à travailler sur la mémoire de la guerre de la Triple Alliance, qui est le nom que l'on donne à cette guerre au Paraguay. En dehors du Paraguay, on l'appelle la guerre du Paraguay, une grande guerre qui a duré 6 ans, entre 1864 et 1870, qui a opposé le Paraguay à une alliance entre le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Alors justement, ce que tu dis Capucine sur le fait que cette perspective pluridisciplinaire et cette présence de l'histoire dès le départ, dès ton travail de thèse, il se trouve qu'on a aussi parlé avec Carmen Bernand, donc, qui nous a accordé aussi un long entretien sur un épisode que vous pouvez écouter sur notre chaîne. La question c'est, comment est-ce que tu en es arrivé à mêler ethnographie et histoire, c'est-à-dire comment tu en es amené à nouer justement l'enquête de terrain propre à l'anthropologie et la consultation des archives. Voilà, quelle place, comment c'est fait, cette bascule était présente dès le départ, et c'est vrai que peut-être qu'elle était déjà présente aussi dans le travail de Carmen Bernand, donc elle a pu te conseiller par rapport à ça. Voilà, comment ça s'est fait, et puis quelle place garde le terrain aussi aujourd'hui, par rapport même aussi à ton livre que tu viens de publier, donc là qui est vraiment consacré aux archives. Comment est-ce que ça s'est fait, tout ça ? Alors, en fait, dans ces compagnies rurales, Tatarouaï et San Miguel Isla, en fait, j'étais un peu, je pense, comme beaucoup de jeunes étudiants, j'avais un désir de savoir un peu total, en fait. J'avais envie de tout savoir. À la fois, j'allais de maison en maison, je faisais les généalogies de chaque famille, j'essayais de comprendre les systèmes d'interpellation, voilà. Je notais tout, j'étais curieuse de tout. Et puis, parfois, on est aussi dans des moments de découragement ou un peu d'ennui, on ne sait pas du tout où on va, on ne comprend plus rien, on est trop immergé. Donc à ce moment-là, je revenais dans la ville d'à côté qui est San Ignacio, mais au fond, je continuais aussi à vouloir à poser des questions à tout le monde, et de fil en aiguille, je suis arrivée dans les archives paroissiales, état civil, mairie. Vous savez, c'est Devreux qui parle de l'angoisse. Comment est-ce qu'on gère l'angoisse sur le terrain ? On la gère avec de la méthode. Et donc, j'avais commencé à transcrire et à classer toutes ces archives pour tuer, si je puis dire, un peu l'angoisse. Et donc, à ce moment-là, dans les livres paroissiaux, je suis tombée sur un livre de baptême de la fin de la période jésuite, avec énormément de noms de familles en guarani. Et donc là, je me suis dit, cette histoire que je pensais totalement coupée, parce que la période actuelle, pratiquement rien ne subsiste de ces familles guarani qui intégraient l'émission. On n'entend jamais parler, on entend surtout parler de la guerre de la Triple Alliance. Je voyais quelque chose dans les archives que je ne voyais pas présente dans la mémoire, dans les histoires orales. Donc ça a été un début de questionnement
Ensuite, j'ai été dans les archives nationales, à Asunción. Là, je suis tombée carrément sur un document rédigé en guarani, et ça a été le ferment qui a, je dirais, préfiguré cette recherche que j'ai faite 10-15 ans plus tard, en fait. Tout ça prend du temps, parce que pour devenir capable de traiter de documents historiques en guarani, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je dirais que la graine était un peu semée déjà pendant ce premier travail de thèse, qui a mêlé ethnographie et archives. Et c'est vrai que quand on est devant les archives, en fait, on est aussi désemparé que face à des données de terrain, c'est pareil, on est aussi désemparé. Et donc je me souviens d'avoir été voir Juan Carlos Garavaglia, qui avait fait un travail de terrain dans la campagne argentine, et qui comprenait la forme qu'avaient mes archives, et qui m'a dit « ça vaut de l'or, surtout tu continues à travailler là-dessus après, c'est formidable, parce que tu as des archives qui documentent la vie quotidienne des menor cuantía, comme il disait, donc pas des grosses affaires, mais des toutes petites affaires qui permettent en fait de documenter la vie quotidienne du passé, qui est au fond ce qui m'intéresse en tant qu'anthropologue, de comprendre, de reconstituer la vie quotidienne des gens qui généralement ne sont pas présents dans les livres d'histoire. Peut-être avant de passer à la place du terrain dans les recherches actuelles, Alexandre, de ton côté, est-ce que dès les premières ethnographies, tu avais essayé de consulter un peu des archives, ou est-ce que c'est venu pour ce projet un peu particulier qui est l'ouvrage de la raison lexicographique ? Oui, en fait, j'ai une formation en histoire et en philosophie. Moi, j'ai adoré l'histoire du 16e, 17e en Amérique. C'est l'histoire la plus anthropologique qui existe, par ailleurs. Mais je n'avais pas envisagé, au départ, même lorsque j'avais fini ma thèse et tout, de travailler sur des sujets historiques. Parce que moi, je ne prétends pas faire de l'histoire, mais faire une réflexion anthropologique d'une période et un sujet très, très concret, du 16e, 17e. Et donc, non, je n'avais pas pensé à travailler sur des sujets historiques, on va dire. Comme je suis arrivé à travailler sur ça, c'est un peu aussi l'hasard de la recherche. Je continue à faire d'ailleurs un livre, un ouvrage sur l'anthropologie de l'affectivité en général, si vous voulez. Et donc je voulais faire un chapitre de cet ouvrage consacré un peu à l'origine en fait de ces problématiques. Et je me suis tourné naturellement au 16e, 17e, là où je pense que, pas l'anthropologie, mais la réflexion anthropologique telle qu'on le connaît a commencé, pour voir un peu les origines de ces problèmes. Et j'ai tombé, comme par hasard, sur le dictionnaire. J'ai fait, comme je ne savais pas comment faire avancer mon livre sur les affects, donc j'ai commencé entre-temps à faire un article sur ces dictionnaires, on va dire. Ensuite, j'en ai fait 2, une autre, j'en ai fait un 3e article. Et un jour, je suis décidé donc de réunir tout ça et faire un livre. Et comme je me suis rendu compte que c'était une grave erreur, parce que c'était un travail considérable, c'était déjà trop tard, c'était plus facile de finir le livre que de revenir en arrière. Tant, je pense que ça c'est un moment dans ma vie, disons, d'anthropologue, parce que je n'ai jamais quitté mon terrain. Je continue à y aller presque tous les ans. Je continue à écrire sur l'Amazonie péruvienne, sur plein de sujets qui m'intéressent. Et donc, c'est une belle expérience qui est un peu circonscrite, en fait, à ces livres, en fait. Et de ton côté, Capucine, pour le rapport au terrain aujourd'hui ? Alors, moi, le rapport au terrain, il est différent par rapport à Alexandre, parce que, bon, d'abord, il y a des choses très matérielles dans l'existence. J'ai 3 enfants. Mon conjoint ne souhaitait pas que les enfants partent sur le terrain. Moi-même, je ne me voyais pas m'en séparer pour de longues durées. Donc, à ce moment-là, César Itier, qui est professeur de quechua à l'INALCO, m'a dit « mais il faut qu'on fasse un projet sur les archives, les documents d'archives en quechua et en guarani. Tu voudrais pas monter un projet ?» Je me revois, on était sur le quai de métro en revenant de nos cours de quechua et de guarani à l'INALCO. Et là, ça a été un moment très important où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Pas un coup de massue, c'est pas tout à fait ça, mais plutôt un vertige de se dire « mais finalement, ah bah oui, ce serait formidable parce que finalement, les documents d'archives, on peut les photographier et les ramener chez soi. Et donc, je pourrais travailler de la matière première
en guarani, continuer à cultiver mon guarani, tout en le rendant compatible avec mes enfants. Mais en même temps, le vertige, il vient qu'il s'agit, encore une fois, là, d'une conversion disciplinaire. Parce que alors, ce qui était sûr pour moi, c'est que je ne voulais pas faire de travail amateur sur ces documents. Quand j'ai intégré quelques archives dans ma réflexion ethnographique, il y avait une subordination totale. C'est-à-dire que je faisais un peu d'histoire. J'avais commencé à apprendre les rudiments grâce notamment au séminaire de Juan Carlos Garavaglia, mais je n'avais pas les réflexes historiens. Et donc, la solution était effectivement de constituer une équipe pluridisciplinaire, avec des historiens, des philologues, des anthropologues. Et c'est ce qu'on a fait avec César Itier. On a monté un projet qu'on a eu la chance d'obtenir, un projet ANR qui s'appelait LANGAS, Langue générale d'Amérique du Sud. Et on a fait travailler ensemble des collègues de disciplines très différentes. Et c'est notamment en travaillant avec l'historien Juan Carlos Estensoro que j'ai appris à véritablement travailler de manière rigoureuse ces documents. La conversion disciplinaire, elle est très très forte. C'est une manière différente d'organiser la bibliographie, c'est une manière différente de poser les problèmes, de les délimiter. Au bout d'un moment, je me suis quand même un tout petit peu libérée des carcans de l'histoire, je dois le dire. Et je me suis autorisée un peu plus de liberté et de véritablement faire de l'anthropologie historique, dans la tradition d'ailleurs de Carmen Bernand et de Serge Gruzinski, en m'autorisant des perspectives de temps longs. Et c'est pour ça que je travaille des documents qui vont du XVIe au XIXe, ou bien du XIXe au XVIe. Je vous expliquerai pourquoi je travaille de manière régressive. À la manière de Nathan Wachtel, d'ailleurs, j'invente rien. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de retourner sur le terrain de nouveau, puisque je peux de nouveau le faire. Alors, pas pour des périodes aussi longues que celles que j'aimerais, pour rapporter ces archives, rapporter cette connaissance aux locuteurs du Guarani actuel, qui ne connaissent pas du tout l'existence de ce corpus de documents écrits en Guarani, et qui les amène à modifier quand même leur regard sur leur langue. Parce qu'aujourd'hui, au Paraguay, on pense que le Guarani, c'est une langue orale, la langue de l'affectivité, la langue du cœur, et que le Guarani, c'est la langue de l'écrit, des actes officiels. Et l'espagnol, c'est la langue de l'écrit et la langue de l'État. Et donc, c'est faire changer ces représentations en montrant que le Guarani a été une langue d'État dans le passé. Ça nous fait à la fois un bel écho à ce que nous disait Carmen Bernand dans l'épisode précédent sur à quel point la scission entre anthropologie et histoire est absurde, mais aussi nous fait une belle amorce à la question suivante. D'en venir aux ouvrages quand même. Et voilà, l'idée de cette troisième question, ça va être un peu de nous expliquer votre démarche de recherche, dans quelles conditions vous avez rédigé ces ouvrages, comment est née l'idée. Donc Capucine a déjà commencé un petit peu à y répondre. Et puis surtout, un petit peu nous expliquer votre manière d'étudier ces langues amérindiennes, puisque vous avez deux approches assez différentes quand même. Voilà, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus et en profiter aussi pour synthétiser pour les auditrices et auditeurs les apports de ces recherches-là? Oui, en fait, je ne travaille pas vraiment sur les langues amérindiennes. C'est sur un phénomène qui m'a paru intéressant, pas seulement d'ailleurs en Amérique du XVIe, XVIIe siècle, mais aussi en Europe à ce moment-là, qui est l'émergence, on va dire, et l'emballement de la publication du dictionnaire bilingue, en fait. Donc je m'intéresse à un phénomène, disons, qui est celui de mettre en relation des langues à partir du latin comme matrice de différentes langues, d'abord européennes, donc l'espagnol, les français, etc., et tout de suite, et très tôt, les langues amérindiennes. Bon, j'utilisais pas la matrice du latin, mais j'utilisais la liste de Nebrija, de dictionnaire latin-espagnol, en fait. Donc, c'est en fait la même chose. Et puis, progressivement, j'ai pas découvert, parce que ça c'est connu, mais j'ai commencé à réfléchir sur le fait que tous ces dictionnaires, aussi bien européens qu'amérindiens, des premières langues
générales amérindiennes qui ont été donc lexicographiées, donc les nahuatl, les quechua, ils avaient tous utilisé donc la même liste originale en fait, la même liste matrice, soit celle du premier dictionnaire latin-espagnol de Nebrija, soit les listes qui avaient été, disons, un tout petit peu refaites par les premières lexicographes en Amérique. Par exemple, Alfonso de Molina, qui avait fait les dictionnaires nahuatl mexicain, d'un nahuatl espagnol, avait utilisé la liste Nebrija, mais les lexicographes franciscains qui ont travaillé dans d'autres langues, ils utilisaient la liste d'Alonso de Molina. Donc bon, mais à tous les dictionnaires avaient comme référence en quelque sorte la plupart la liste de Nebrija. Pas seulement en Amérique d'ailleurs, en Asie aussi. Donc c'était pendant 2-3 siècles. Cette liste a été reprise et reprise. Donc ça c'était pour moi un phénomène, un premier grand processus de organiser la diversité à partir, disons, d'un critère très précis qui était la liste de termes fixés par les premières langues, pour le latin et les premières langues européennes, en fait. Donc, une mise, on va dire, en ordre de la diversité qui me semblait très proche à ce que l'anthropologie a commencé à faire quelques siècles plus tard, en fait. Et donc, c'est une réflexion à la fois, disons, historique sur la préhistoire de l'anthropologie comme discipline qui essaye de organiser la diversité culturelle du monde. Donc, s'il y a une langue, en tout cas, sur laquelle j'ai travaillé, c'est sur l'espagnol, parce que c'était la langue, en quelque sorte, qui était la langue de référence de tous ces dictionnaires, mais pas sur les langues amérindiennes. En même temps, je pense, moi j'ai beaucoup lu tous les travaux qui ont été faits par des historiens, par des linguistes qui travaillaient sur ces langues au XVIe, XVIIe siècle, qui sont d'une richesse et d'une profondeur stupéfiante. Et naturellement, mon travail ne prétend pas se substituer, au contraire, disons que c'est grâce à ces travaux que j'ai pu faire le mien, en quelque sorte. Mais en même temps, ce qui me semble que je peux peut-être, en quelque sorte, faire un apport, c'est que certains sujets qui apparaissent dans la littérature d'une zone géographique, par exemple la Guarani ou la Quechua, ils ont souvent peuvent se comprendre peut-être mieux si on les met en relation avec d'autres zones géographiques, parce que finalement les missionnaires linguistes franciscains, dominicains, jésuites ou d'autres, eux, ils travaillaient en connexion avec ces coreligionnaires dans d'autres parties de l'Amérique. Donc pour eux, en quelque sorte, l'Amérique, et d'ailleurs pas seulement l'Amérique, mais l'Europe et l'Asie faisaient partie du même en quelque sorte, objet d'enquête. Peut-être avant de passer la parole à Capucine, est-ce que tu pourrais revenir sur cette idée de raison lexicographique pour éclairer un peu ce que c'est pour les auditrices et auditeurs. Tu parles notamment de 3 facteurs qui expliquent la naissance de cette naissance lexicographique, donc l'essor d'une conception du langage comme une création humaine, le fait qu'une langue puisse être perfectionnée, et que tu appelles la réification du mot, et que c'est pas tant le fait d'introduire l'écriture que le fait d'imposer le mot en tant qu'unité prédiscursive qui a bouleversé un petit peu les choses. Est-ce que ça t'embêterait de revenir un peu sur quelques-uns de ces éléments ? Disons que c'est ma thèse, en fait, mon hypothèse plutôt, c'est qu'il y a eu, en ce moment de l'histoire, de la pensée européenne. Quand je dis pensée européenne, j'ai pas de la pensée écrite, philosophique européenne, on va dire, il faut que je précise. Il y a eu la convergence d'un certain nombre de facteurs qui ont permis, en quelque sorte, l'éclosion de ce que j'appelle la région lexicographique, que j'ai bien d'expliquer, en quelque sorte, c'est-à-dire l'idée qu'on peut organiser la diversité à partir, disons, de quelques éléments de base commune. Ce qui s'est passé à ces périodes, c'est que il y avait une théorie, on va dire, du langage
qui était basé sur la thèse biblique de la langue comme don divin. Et donc, et sur la Bible, il avait eu après donc Babylone, après la Confusio Linguarum babylonienne, donc quelques dizaines de langues qui se sont répandues un peu par le monde. Sauf que les nouvelles qui arrivaient de l'Amérique commençaient à poser carrément en doute cette thèse. Et Gonzalo de Oviedo, par exemple, lorsqu'il reporte qu'il y a beaucoup plus de langues qu'on imaginait. L'avancée des franciscains au Mexique, à chaque pas, découvrir de nouvelles langues, de commencer à mettre en question, en fait, cette thèse biblique de langage. Et je pense que l'universalité donc de la langue comme don divin commence à s'effondrer. Et tout de suite, on a considéré que cette université pourrait être substituée par la notion de langage, c'est-à-dire qu'il peut y avoir diversité de langues, mais il y a une faculté universelle et unique de langage. Donc du coup, on commence à établir ces différenciations entre langue particulière et langage comme faculté qui permet en quelque sorte une forme de qui ouvre l'espace en fait à l'histoire dans les langues, qui ouvre l'espace à une dimension de créativité humaine. Merci beaucoup. Capucine, est-ce que tu pourrais rebondir pour expliquer un peu ton approche à toi, en quoi elle diffère un peu de celle d'Alexandre, et un peu cette démarche de recherche que tu avais déjà commencé à expliquer tout à l'heure? Je pense que ce qui m'intéresse beaucoup dans l'ouvrage d'Alexandre, c'est qu'en fait, il pose un regard en tant qu'anthropologue. En fait, c'est comme s'il regardait depuis les Kandoshi, depuis un terrain ethnographique contemporain, posait un regard anthropologique sur une manière de faire et de penser les langues et le langage européen. Et c'est en cela qu'il porte un regard donc d'anthropologue sur, au fond, un bouleversement historique à la Renaissance, dans la relation que les Européens eux-mêmes entretiennent avec les langues et du monde et le langage. Et aussi cette technologie du mot, aussi, c'est ce que je trouve intéressant dans la façon dont tu l'approches, qui est en décalage par rapport à une forme de philosophie du langage, Kandoshi, sur laquelle peut-être tu pourras revenir après, pour expliquer peut-être ces écarts entre cette conception du langage européenne qui émerge à la Renaissance et dont on hérite encore aujourd'hui, et dont l'anthropologie hérite encore aujourd'hui, et ce qui fait la spécificité Kandoshi. Kandoshi ou d'autres communautés, je pense que ça se limite pas non plus au Kandoshi. De mon côté, je crois que comme je suis partie des documents d'une manière d'une manière inductive d'une certaine manière, de ces documents en guarani rencontrés dans les archives, de ce dialogue avec César Itier qui lui avait des documents en quechua, de ce dialogue avec Juan Carlos Estensoro, historien, et aussi Charlotte de Castelnau, pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce guarani et ce quechua qui s'écrit pour le Paraguay entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Comment qualifier cette forme de langue que je voyais à l'œuvre dans ces documents. Et donc on a beaucoup travaillé ce concept de langue générale, qui nous a valu des très 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 longues discussions entre nous, puisqu'en fait la conception de langue générale dans les Andes et au Brésil et dans la région paraguayenne n'est pas tout à fait la même. Mais si on doit donner un point commun à ce qu'est une langue générale à l'époque coloniale, c'est un peu un équivalent du latin de l'époque ou de l'anglais d'aujourd'hui. C'est-à-dire une langue qui permet de communiquer avec des personnes qui parlent parfois d'autres langues sur un très vaste territoire, et qui permet aussi de l'administrer, et qui s'écrit. Et ça, c'est très important. Donc c'est à la fois une forme lettrée, de gestion coloniale, mais aussi une langue qui permet de circuler sur un vaste territoire. Et ces documents en guarani, ce qui me trouble à chaque fois, c'est qu'ils ont une facture complètement européenne, avec l'adresse, la signature, même les formules de politesse. Ils sont écrits en guarani, mais évidemment, alors un guarani que j'ai quand même mis du temps, et ça il faudrait quand même que je le précise, passer du guarani du XXIe siècle à celui du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est une conversion linguistique. Ce n'est bien sûr qu'on s'y retrouve, bien sûr, mais la morphosyntaxe a changé, les effets de signification des termes
ont changé. On ne peut pas prendre même un terme qui va te plaire, je pense, Alexandre, qui est anga puhu, qui est formé de puhu, prendre, et anga, le cœur, l'âme, le souffle, enfin voilà, l'image, voilà. Concept important en guarani. Aujourd'hui, ça désigne l'angoisse. Et dans le contexte des missions jésuites, ça a été un équivalent du terme consolation, apaisement et bonheur. Donc voilà, vous voyez, il faut faire très attention au contresens qu'on peut faire si on cherche à ne comprendre ces documents qu'en relation avec le guarani d'aujourd'hui. Donc d'une part, je suis face à des documents qui sont dans un guarani qui n'est pas le même évidemment que celui d'aujourd'hui, avec une facture très coloniale, très, très européenne. Voilà, qu'est-ce que ces documents sont capables de me dire de cette vie quotidienne passée. Et donc, ce que m'a beaucoup éclairé le travail avec mes collègues historiens, c'est comprendre que cette langue générale, c'est ni du guarani précolonial, ni une langue artificielle. C'est une langue qui se forge dans des contacts entre des populations guarani de variantes différentes au sein des mêmes missions, donc une forme un peu de koiné à ce moment-là, d'accord, de mélange entre plusieurs formes dialectales, mais aussi d'un travail profond d'occidentalisation de cette langue qui sert de véhicule au texte d'évangélisation, à l'effort d'évangélisation, mais qui sert dans la vie quotidienne à organiser aussi la vie religieuse, la vie économique de toute une population. Il faut savoir que dans les missions jésuites du Paraguay, on a des populations qui intègrent ces missions qui ne sont pas de langue guarani aussi, qui peuvent parler guayaki, qui peuvent parler d'autres langues, qui adoptent le guarani comme langue générale de ces missions. Et donc on a une langue qui est à la fois indexée à des pratiques concrètes dans les missions, pas une langue artificielle, mais ces pratiques, elles sont, j'ai l'habitude de dire qu'elles sont monarchique et catholique, et donc on ne peut pas non plus le comprendre, on ne peut pas non plus comprendre ce guarani uniquement en imaginant que ce soit une continuité simple par rapport à un guarani précolonial. Non, c'est un guarani qui exprime, qui organise une vie coloniale. Et donc j'en suis venue à travailler, au fond mon objet c'est devenu quelque chose comme des pratiques langagières en situation coloniale. Et ce qui me frappe de plus en plus, c'est que je ne peux pas comprendre ces documents tout seul, je ne peux pas les comprendre sans me référer aux traditions et aux pratiques lettrées de l'époque en espagnol. Et finalement, je me retrouve à travailler sur ce que j'appelle un espace de traduction, un espace euro-amérindien, finalement une Amérique métisse, si je reprends ce qu'ont travaillé Serge Gruzinski, Carmen Bernand, Nathan Wachtel, qui m'aident à penser ces mondes mêlés. Ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a toujours quand même un décalage entre les concepts en espagnol et les concepts en guarani. C'est-à-dire que même si on est dans un espace très occidentalisé, très catholicisé, si vous me permettez ce néologisme, il y a toujours un décalage, il y a toujours un glissement, il y a toujours quand même quelque chose, il y a une ligne de fuite qui fait que l'adéquation n'est jamais totale, la mise en équivalence n'est jamais totale, et c'est dans ces écarts-là que je travaille pour essayer de comprendre quels étaient les effets de signification des termes en guarani dans les missions. Ce corpus en guarani, il est vaste, varié, mais dans cet ouvrage, tu travailles surtout sur des concepts politiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement sur quel type de documents en guarani tu as travaillé dans cet ouvrage ? Alors, j'ai surtout constitué, parce qu'en fait, les corpus, ils sont pas donnés, on les constitue. J'ai surtout constitué un corpus de documents écrits par des autorités politiques indiennes, alors soit transcrits par des jésuites au tout début de la période, soit écrits et signés directement de leurs mains dans une période où les missions sont davantage consolidées, et qui sont des documents, généralement des lettres en fait, qui sont envoyées soit au roi, soit au gouverneur installé à Buenos Aires, soit entre missions. Ils s'écrivent aussi des lettres entre les 30 missions jésuites qui constituent cet espace pendant un siècle et demi, entre 1609 et 1768. Ces documents me permettent d'accéder au langage politique qu'ils utilisent pour organiser la vie collective et pour défendre aussi leurs droits. On a des lettres dans un contexte belliqueux, la dite guerre guaranitique autour de 1750, qui sont passionnants, parce qu'on voit toute la rhétorique qu'ils déploient pour
défendre leurs intérêts, leurs droits, leur territoire. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'en fait, dans ces documents, il y a notamment un concept qui apparaît tout le temps, qui est aihu, qui en guarani aujourd'hui veut dire amour, au sens de amoureux, mais qui à l'époque désigne la relation affective, la relation, je dis affective en souriant parce que c'est pour piquer un peu Alexandre, avec le roi. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils aiment le roi, que le roi les aime, et qu'en raison de cet amour, ils ont, eux, des devoirs qu'ils ont bien accomplis, et que le roi a aussi des devoirs envers eux, et qu'ils n'accomplissent pas, et raison pour laquelle ils écrivent ces lettres. Ce concept d'amour, pour moi, c'est un concept politique. En fait, à l'époque, en Espagne, l'amour est vraiment un concept politique, c'est ce qu'a montré un collègue qui s'appelle Carlos Eusch. C'est le concept qui organise toute la vie politique, et notamment toutes les relations verticales. Dieu, les hommes, le roi, ses seigneurs, le roi, ses sujets, les seigneurs, et aussi la relation homme-femme. Donc toute relation hiérarchique, toute relation verticale s'exprime dans ce langage de l'amour. Et c'est cela qui a été retraduit, réutilisé, réexprimé en guarani, avec des concepts qui voulaient pas tout à fait dire la même chose, qui sont d'un côté Polelequa et de l'autre aihu. Mais alors voilà, ça nous emmène un tout petit peu loin pour faire toute la démonstration. Mais ce qui, moi, m'a passionné, c'est de comprendre comment se réélabore, se repense, s'exprime cette communication, ces pratiques langagières en situation coloniale, et comment ça marque encore aujourd'hui le guarani paraguayen. Merci. Et toi, Alexandre, tu as aussi travaillé sur des termes, des concepts. Et pour faire le lien justement avec Capucine qui a notamment parlé de comment on traduit amour. Toi aussi, tu as essayé de montrer que les traductions, notamment du cœur, dans les différentes langues amérindiennes. Est-ce que tu peux en parler un peu ? Oui, en fait, c'est après donc après avoir analysé quelques notions de l'espagnol de l'époque et voir comment la traduction susciter des débats entre, en particulier, les ordres, les franciscains, les dominicains et les jésuites. Dans la dernière partie, je retourne sur tous ces dictionnaires pour voir qu'est-ce qu'on peut encore, trouver comme des éléments de intérêt plus anthropologique que l'histoire de la langue, on va dire. Et ce que on découvre dans ces dictionnaires, et ça c'est pas moi qui le dis, mais les spécialistes de chacun de ces régions linguistiques, on va dire, du XVIe et XVIIe siècle, que apparaît souvent un terme qui a été traduit par cœur, parfois par âme, parfois par corps, qui est assez difficile à traduire, mais qui apparaît comme dans beaucoup de traits de dictionnaire en fait pour parler de tout ce qui concerne, on va dire, de la vie subjective. Et donc en termes amérindiens, parce que apparaît en quelque sorte dans toutes les langues à laquelle je me suis intéressé, c'est-à-dire toutes les langues qui ont produit des dictionnaires à l'époque, d'une façon ou d'une autre, on va dire, n'est-ce pas? Et ces termes, on peut les traduire par cœur amérindien pour faire facile, mais la traduction n'est pas la bonne non plus. On fait référence dans ces langues, c'est une entité qui se situe un peu là où il y a le cœur, mais c'est pas forcément le cœur, c'est l'antériorité, mais c'est à la fois c'est l'antériorité physiologique. Bon, c'est assez compliqué à décrire, à définir, mais comme je disais, apparaît dans 70% des entrées concernant la vie subjective en fait. Et donc c'est à partir de ces possibilités que nous offrent ces dictionnaires d'accéder, on va dire, à des éléments de culture que je porte une réflexion à la fin sur, en effet, l'importance termes amérindiens, des différents amérindiens en rapport à ce que les linguistes missionnaires ont traduit par cœur ou âme, on pouvait avoir, disons, dans la façon d'organiser la vie subjective dans ces différentes populations. Toi, tu proposes le néologisme de cœur agir? Oui, en fait, c'est ce qu'on découvre en réalité, un des choses qui me semble laisse apparaître pas les dictionnaires, mais quelques études sur les dictionnaires qui ont été faites, parce que moi je suis je prends beaucoup de précautions parce que je suis pas spécialiste d'aucune de ces langues, donc par contre
ce que montrent certaines études, c'est que tous ces termes qui traduits par des noms sont souvent des formes verbales, en fait, finalement. C'est souvent donc des agissements moyennant les cœurs, qu'on intervient dans les mondes, on reçoit les sensations, la perception du monde, n'est-ce pas? C'est des actions, en fait, plutôt que des principes ou entités figées, style âme au corps, ou etc., n'est-ce pas? Donc, c'est plutôt c'est soi-disant cœur amérindien, c'est plutôt un vecteur d'action que une notion, une composante, comme on dit en anthropologie, de la personne. Et donc, c'est pour ça que il y a une dimension, on va dire, d'action. Et c'est pour ça que j'ai traduit par ce néologisme, qui est cœur agir, parce que c'est souvent ces traductions font référence moins à une entité, comme je disais, figée, que en fait à une forme d'action, une forme verbale. Donc en fait, vous étudiez tous les deux, ça, historiquement en fait, c'est certains concepts dont vous venez d'expliquer un peu les différentes analyses qu'on pouvait en tirer. Mais justement, si on parle d'anthropologie historique, donc forcément il y a cette question de la périodisation. Et est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette chronologie que vous abordez? Toi, Capucine notamment, donc tu fais une sorte d'aller-retour. Enfin, d'abord d'histoire régressive où tu vas du 19e au 16e avant de revenir au 19e. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as fait ce choix chronologique là? Alors, c'est pas une façon habituelle de présenter les résultats d'une recherche, de les présenter de manière régressive, de commencer par le 19e et de remonter jusqu'au 16e, mais il me paraissait que c'était plus fidèle à l'état des méthodes et à l'état de nos connaissances de l'histoire des langues amérindiennes. Pour tout vous dire, tout cet ouvrage commence avec une question de Carmen Bernand, au moment des indépendances, de la commémoration plus exactement, des indépendances latino-américaines, aux alentours de 2010. Bon, comme c'était préparé en amont, heureusement, les historiens se préparent en amont. Vers déjà 2005, elle me posait la question. Et je dis, écoute, j'ai pas grand-chose, moi, sur les indépendances au Paraguay. Bon, il y a peut-être quelques documents en guarani, les lettres du général Belgrano ont été traduites. Si tu veux, je regarde. Et là, je tombe sur l'usage d'un terme qui est awidjei, qui est un terme anthropologique très lourd dans l'anthropologie tupi-guarani, qui signifie un état de plénitude que l'on atteint, voire même d'état post-mortem que l'on atteint après un jeûne prolongé et des danses également prolongées, chez les Mbea Guarani notamment. Évidemment, je vous raccourcis un peu l'affaire, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle de awidjei au moment des indépendances? Et donc j'ai commencé mon enquête de cette manière-là. Et j'ai démontré que je ne pouvais pas m'appuyer sur les effets de signification du terme awidjei aujourd'hui dans les communautés Mbea Guarani pour comprendre ce terme dans les lettres de Belgrano, mais qu'il fallait que Belgrano étant un des pères de la nation argentine, père de l'indépendance argentine, et qui, aux alentours de 1810, essaye de convaincre les Paraguayens de rejoindre la geste émancipatrice de Buenos Aires. Et pour comprendre en fait la raison pour laquelle le terme awidjei est employé dans ces lettres pour traduire bonheur, droit, bénéfice, profit, enfin, vous voyez, un nombre très important de concepts en espagnol, donc c'est un terme assez omniprésent dans ces termes-là, dans ces lettres-là. Eh bien, j'ai dû plutôt m'appuyer sur le corpus écrit dans les missions jésuites, parce que je me suis aperçue petit à petit, en travaillant sur la syntaxe, sur le lexique, que ces lettres étaient plutôt inscrite dans un genre, dans une variante linguistique émanant des missions. Et là, par un long travail sur de très nombreuses sources, j'ai petit à petit mieux compris comment était utilisé le mot awidjei. J'utilise le mot mot, alors qu'il n'est pas vraiment adéquat. Il était employé pour à la fois désigner des missions des villages qui sont en état de prospérité économique,
pour désigner l'état de la Vierge Marie et des saints qui sont magnifiques, qui sont dans un état de plénitude, en état de sainteté d'une certaine manière. Et là, je me suis dit, ah, ok, alors comment est-ce qu'on passe de sainteté et vitalité économique à droit ? Et en fait, du coup, je suis remontée dans les dictionnaires de 1639 de Montoya. Et là, en fait, ce qui m'apparaît, c'est que Awujie renvoie à un état de bonne santé physique. Et à plein d'autres choses. C'est vraiment une entrée énorme dans le dictionnaire. Et au final, je me suis dit, tiens, peut-être que ce qui me permet de mieux comprendre ce terme Awujie, c'est de ne pas forcément le considérer comme un mot, de le considérer comme on va dire une racine, pour aller vite, non lexicale, enfin, ça c'est important, et que en fait c'est plutôt un ensemble de sons, pour revenir qui va se prononcer lorsque dans un combat, celui qui est en train de perdre dit stop, basta, tu as gagné. Donc quelque chose de très physique d'une certaine manière. Pour désigner un moment où un fruit est mûr, quelque chose est arrivé à maturation, à une forme de climax. Donc voilà. Du coup, j'ai fini par trouver un équivalent finalement un peu abstrait de ce terme Awujie, qui est climax d'une action ou d'une personne ou d'une chose. Ouais, mais vous voyez que c'est assez finalement abstrait. Je voudrais juste préciser que en fait c'est Awujie qui signe, c'est une forme encore plus courte du terme qui signifie tout ça, et le i permet juste de dire que c'est un état qui dure, un état de climax qui dure dans le temps. Et là tout d'un coup je trouvais que revenir à cette signification en puissance de Awujie, me permettait de mieux comprendre comment ce terme-là va en fonction des périodes historiques avoir des effets de signification différents. Et aujourd'hui, c'est ça qui est amusant, ce terme-là est utilisé pour dire merci. Et là, on se ressouvient qu'en français, dire merci, c'est aussi c'est lié au fait de demander une grâce, de demander grâce, de faire grâce, voilà. Et donc du coup, je trouve qu'on atteint quelque chose qui devient un peu universel. Awujie devient comparable avec d'autres termes, même dans nos langues européennes, qui ont pu prendre des significations différentes, comme le terme merci. Et donc je crois que cette histoire des langues amérindiennes, elle éclaire aussi en retour l'histoire de nos langues. Et j'arrêterai là-dessus. Pour moi, ce qui est important, c'est de montrer que ce que par défaut on appelle des mots en langue amérindienne, ont servi à faire l'histoire, ont organisé la vie sociale, ont engagé des hommes et des femmes dans la guerre, ou dans la paix, ou dans la négociation. Et donc voilà, de montrer le rôle, l'agentivité au fond de ces mots, de ces pratiques langagières en guarani, et que ce ne sont pas des détails de l'histoire, mais qu'au contraire, elles ont fait l'histoire. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire en relation à la notion de mots. Enfin, Oui. je suis assez d'accord avec ta façon dont tu travailles avec les mots, justement. Et je soutiens en effet dans mon livre que les mots, c'est les grands, disons, éléments de nivellation, de mise en niveau de toutes les langues, en fait. Mais je pense que la catégorie linguistique de mots, qui vient des premiers grammariens latins, considérés par la grammaire latine comme l'atome de la signification, c'est-à-dire l'unité minimale de la signification, a été la notion, la catégorie qui a été plus décisive en fait pour niveler, on va dire, les langues amérindiennes aux critères des langues, ou la plus décisive, on va dire, qui a permis en fait disons, de mettre en corrélation les langues amérindiennes aux langues européennes. Mais disons que si les mots en tant que tels n'existaient pas dans les langues agglutinantes amérindiennes, c'est pas pour cela que le fait que les grammariens et les lexicographes ont travaillé à cette notion que ne produit quelque chose dans les langues amérindiennes. Et donc si les mots n'existaient pas, ils doivent sans doute exister maintenant, en quelque sorte. D'ailleurs, est-ce que les langues, même les langues européennes ou la langue latine, les mots existent en tant que tels? Bon, on ne sait pas. Ce qui existe, c'est une catégorie qui a permis d'organiser, en fait, de façon grammaticale. Et je voulais parler un peu de la chronologie, en fait, de mon travail. C'est assez simple.
Disons que moi je m'intéresse au dictionnaire et uniquement au dictionnaire. Et les dictionnaires en Europe ont commencé à être publiés à la fin du 15e, donc en fait 1492, précisément l'année de la soi-disant découverte, apparaît publié en des premières, donc le lexique latin-espagnol. Et durant un siècle, on a assisté à la publication de nombre de dictionnaires bilingues de toutes les langues européennes, comme je disais, et les langues amérindiennes. Ces premiers cycles en Europe, je pense que finit au début du XVIIe avec la publication des premiers trésors particuliers, le trésor de la langue espagnole, qui nous intéresse plus particulièrement, de Covarrubias, qui apparaît en 1611. Mais je pense que ça, c'est en fait une période pour moi qui m'intéresse, un siècle qui va des premiers dictionnaires bilingues aux premiers dictionnaires monolangues, qui sont de nature très différente, bien entendu, même si au fond, les deux poursuivent le même objectif, c'est-à-dire c'est fixer la langue en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc, je m'intéresse à ces cycles qui, dans un siècle, en Amérique, qui commencent décalés d'une cinquantaine d'années, c'est-à-dire que le premier dictionnaire bilingue de Molina en Mésoamérique, c'est Domingo de Santo Tomás, en Amérique andine, commence au milieu du XVIe et finit avec la publication notamment de premiers trésors de la langue guarani. Et il y a aussi les Thesaurus Verborum en langue cachiquel qui n'ont pas été publiés, mais qui sont les premiers dictionnaires qui ne sont pas dictionnaires bilingues, même si les trésors, dont l'objectif c'est de définir un terme en fait. Pas tellement de le corréler à un terme espagnol, mais de définir un terme. Il se différencie des dictionnaires précédents qui utilisaient encore la technique de débrique terme à terme. Donc là, il n'y a pas, comme vous savez très bien d'ailleurs, donc un terme pour explorer toutes les possibilités et toutes les problématiques que le terme pose en tant que définition. Et par conséquent, c'est bien un trésor en quelque sorte, même si ce n'est pas monolangue comme le trésor de la langue française ou le trésor de Covarrubias. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi je suis d'accord, en fait, c'est un dictionnaire qui est peut-être bilingue, mais qui en fait fonctionne comme un monolingue, c'est-à-dire qu'il a pour objectif de, en multipliant notamment les exemples et les phrases idiomatiques, de permettre de saisir ce que veut dire et quels sont les effets de signification de chaque terme en guarani. C'est-à-dire qu'on essaye de préserver, on sent qu'il y a une préservation d'une certaine manière d'une logique, en tout cas vernaculaire, par rapport à une logique classificatrice. Ça y est, on arrive au terme de notre épisode, mais avant de vous libérer, on voudrait vous poser la dernière question rituelle, si j'ose dire, de la panaméricaine, c'est-à-dire de nous donner quelques recommandations d'ouvrages, de musique, de films, tout support qui soit plus ou moins en lien avec votre sujet de recherche ou votre carrière scientifique en général, comme vous le sentez, pour que les auditrices et auditeurs puissent prolonger l'écoute de cet épisode sous d'autres supports. En ce qui concerne mon ouvrage, La raison lexicographique, un livre qui m'a beaucoup inspiré, un roman, c'est pas un livre académique, on va dire, c'est Le nom de la rose d'Umberto Eco. C'est l'histoire, tout le monde la connaît, parce qu'il y a eu les films aussi, donc d'un débat, en fait, au fond, c'est à partir, disons, d'un homicide, etc., qui se déclenche toute une recherche. Mais au fond, derrière ces livres, un débat philosophique, la question, encore une fois, de la nature du langage. D'ailleurs, c'est pour ça que le nom de la rose fait différence, en fait, un débat entre, en particulier, donc, Guillaume de Baskerville, Guillaume fait référence à Guillaume Occam, qui est le nominaliste, contre, en quelque sorte, les représentants des dominicains, qui eux, ils étaient donc thomistes, ils étaient donc plutôt réalistes, qui croyaient aux universaux, n'est-ce pas, universaux qui
précédait le langage, en quelque sorte, installé par Dieu, qui est représenté dans les films par envoyé donc, du pape qui s'appelait Bernardo Gui, n'est-ce pas? Donc ces dominicains donc, défendent en fait une forme d'orthodoxie, on va dire, de l'Église, en fait Saint Thomas en réalité, Saint Thomas et la scolastique classique, on va dire, et une forme, disons, de raison abstraite, de la vérité, une vérité universelle, et surtout les universaux en eux-mêmes qui permettaient d'asseoir en fait cette vision, on peut dire, figée et dogmatique du monde. Guillaume de Baskerville, il apparaît comme les bons du film, je veux dire, de roman, parce qu'il était un empiriste, quelqu'un qui s'intéressait aux faits concrets, etc. C'était un nominaliste, mais il faut dire aussi, et ça peut-être on ne parle pas beaucoup des romans, que pour les franciscains, les nominalismes vient du fait qu'ils considèrent qu'il ne peut pas y avoir des universaux qui figent la volonté divine. La volonté divine est absolue. Donc les universaux, c'est une espèce de contradiction. Et par conséquent, tout ce qui existe, ou ce qu'on peut, comme être humain, comme simples humains, on peut s'intéresser que les choses telles qu'elles apparaissent en fait. Donc c'est une forme d'empirisme, mais qui arrive par la prise de conscience, on va dire, de l'omniscience et l'omnipuissance de Dieu. Donc ce débat se reproduit dans les débats lexicographiques entre nominalistes et réalistes en Amérique. J'en parle à plusieurs reprises, sauf que dans mon ouvrage, il y a un troisième courant philosophique qui est celle des jésuites, qui n'existait pas au Moyen-Âge, et qui introduit, pour faire bref, en fait, une vision de la langue plus subjective, où la communauté linguistique est importante, et pas des universaux ou des figés, comme pour les dominicains, ni des formes, disons, de nominalisme, lui aussi en quelque sorte figé aux choses, comme pour les franciscains. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez le choix entre le roman d'Umberto Eco ou le film de Jean-Jacques Hano. Et toi, Capucine Moi, je recommanderais le film First Contact, qui raconte l'arrivée d'extraterrestres et l'incommunicabilité première entre ces extraterrestres et les humains. Et tout le travail fait par une linguiste, justement, qui a été sollicitée pour trouver comment établir la communication. Tous ces débats avec les militaires, puisqu'il s'agissait de soit attirer, soit essayer de communiquer. Et je trouve que c'est fantastique, parce que ça nous remet devant la situation d'incommunicabilité première qui a dû y avoir au départ, au moment de l'invasion de l'Amérique. Et pour moi, ce film montre parfaitement la double contingence qui est là chez les deux personnes en présence et les tâtonnements qui sont faits pour essayer de préciser ce que l'un ou l'autre essaye de dire avec tel signe, tel son, etc. La double contingence, juste tu peux préciser ce que c'est ? La double contingence, pour moi c'est fondamental parce que ça m'évite d'avoir deux théories, une théorie du langage et une théorie de l'interculturalité. Pour moi, tout système linguistique se constitue pour réduire ou pour arriver à une double contingence. C'est-à-dire que quand on dit un mot, si je dis devant vous là le terme maison, vous allez avoir 50 000 images différentes qui vont vous arriver dans le cerveau, des images mentales qui vont probablement être floues elles-mêmes, dans une forme d'indétermination. Et donc, entre interlocuteurs, on va avoir besoin de ne pas simplement dire maison, mais d'autres mots, de préciser avec d'autres phrases, pour réduire le flou et arriver à ce qui va sembler suffisamment satisfaisant aux deux interlocuteurs concernant nos représentations mentales respectives. Et il me semble que cette double contingence, cette double indétermination première, est ce qui rend nécessaire le langage et qui, petit à petit, parce qu'on ne va pas passer notre temps à ne pas se comprendre, donc on a besoin de stabiliser, donc on va choisir, on va réduire, on va créer des habitudes linguistiques qui vont donner forme à différents langages. Et donc finalement, quand on rencontre quelqu'un qui ne parle pas notre langue, c'est juste quelqu'un qui n'est pas dans les mêmes habitudes, dans les mêmes pratiques langagières, et il va falloir réinventer un langage commun, etc. Mais pour moi, c'était fondamental d'avoir la même théorie pour comprendre l'émergence d'un langage et pour penser la rencontre entre deux langages différents. Pour la petite anecdote, il faut bien comprendre que, par exemple, au Paraguay, pour de nombreux locuteurs qui parlent guarani et espagnol, eux, ils ne vont pas forcément dire qu'ils parlent deux langues. Ils parlent
Point. Et c'est au fur et à mesure qu'ils se rendent compte que certains comprennent davantage quand ils parlent de cette manière-là, que d'autres comprennent mieux lorsqu'ils parlent d'une autre manière, et qui vont adapter, et ça c'est extraordinaire, il y a une intelligence extraordinaire au Paraguay, où les gens en permanence adaptent leur manière de parler, leur niveau de guarani, leur niveau d'espagnol, et finalement, est-ce qu'il y a vraiment deux langues ? Voilà. Ça c'est ce que diront les dictionnaires, ce que diront les grammaires, mais pour les locuteurs, est-ce que c'est finalement si important de dire qu'il y a deux langues ? Pour observer ce phénomène de double contingence avec les extraterrestres, c'est donc avec le film Premier Contact de Denis Villeneuve, sorti en 2016. Voilà, notre épisode s'achève. On va pouvoir libérer tout le monde. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On espère que cet épisode aura plu aux auditrices et auditeurs. Vous pouvez nous retrouver sur Blue Sky, Instagram, mais aussi sur YouTube pour écouter l'épisode, en plus de Spotify. On se retrouve le mois prochain. Merci. À bientôt, merci. Merci beaucoup à vous.